c'est déjà le temps de notre dernière présentation. Pourquoi les milieux humides sont si souvent médiatisés? Pourquoi sont-ils si importants? C'est à cette question-là que va répondre notre dernier présentateur. Il est diplômé de la maîtrise en biologie à l'Université Sherbrooke, puis fan de Fun Fact. Merci d'accueillir Dominique Bourret. Donc, merci d'être là. Donc, justement, je vais vous présenter essentiellement pourquoi est-ce qu'on parle autant des milieux humides, puis pourquoi c'est vraiment un habitat qui est si important, parce qu'on en entend beaucoup parler. Tu sais, si vous êtes comme moi, puis vous suivez un petit peu les médias, dans les derniers mois, par exemple, tu sais, on parlait souvent de la tourbière à Blainville, puis on en parlait dans les médias un petit peu partout. Puis, ça revient, c'est dans le cycle de nouvelles quand même assez souvent. Donc, quand on voit des nouvelles comme ça, on a plusieurs réactions possibles. T'sais, si vous êtes essentiellement dans le milieu écologique, dans la biodiversité, peut-être que vous êtes pointé à la manifestation puis vous êtes un petit peu battu pour défendre le milieu humide qui était là-bas. Peut-être que pour vous, quand vous avez vu des nouvelles comme ça, ben peut-être que c'était juste une nouvelle comme les autres, on s'en fout un petit peu, ben on passe à autre chose, OK? Dans beaucoup de cas, surtout si on n'est pas dans le milieu, ben peut-être que notre réaction, c'était ben pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi est-ce qu'on se fout autant des milieux humides? Pourquoi c'est si important? Okay? Donc, à la base, pour ceux qui ne sont pas au courant, ben, un milieu humide, ben, c'est un milieu qui est quand même assez mouillé. Okay? Mais ce n'est pas juste un milieu qui est mouillé où on trouve plein de grenouilles et puis même un endroit où on trouve plein d'insectes comme des moustiques. Donc, c'est pas juste ça. Okay? Donc, un milieu humide, c'est aussi un habitat. Donc, c'est un habitat clé. C'est un habitat qui est vital pour la biodiversité, pour les animaux. Dans des milieux humides, on trouve toutes sortes d'animaux différents, des oiseaux, des insectes, des mammifères, des tortues, des reptiles, amphibiens, tous ces animaux-là. On trouve aussi toutes sortes de plantes différentes. Okay? Donc, quand on parle d'un milieu humide comme ça joue des rôles vraiment spécifiques pour ces animaux-là. Ça peut être la reproduction, un aire de repos pour la migration, vraiment une source de nourriture, de la protection. Ça joue vraiment toutes sortes de rôles différents. Okay? Quand on parle d'un milieu humide, on peut vraiment penser à quelque chose qu'on appelle un hotspot de biodiversité. Si vous ne savez pas c'est quoi un hotspot, c'est vraiment un endroit où on trouve vraiment plusieurs animaux différents, une grosse variété d'animaux, de plantes. Okay? Donc, c'est vraiment une source de biodiversité. Le milieu humide. Donc, il y a toute une grosse diversité de milieux humides. Ce n'est pas toute la même chose. Quand je parle, oui, c'est mouillé, oui, c'est un lieu qui est inondé, mais tous les milieux humides différents jouent un rôle différent. Quand on parle d'un marais, par exemple, donc c'est un milieu humide, inondé, souvent qu'on trouve des autres herbes, mais quand on a une diversité de plantes différentes, on commence à rajouter, par exemple, des arbres pour que ça soit un marécage, bien, maintenant, on a des endroits pour que les oiseaux puissent nicher, ceux qui nichent, qui ont besoin des arbres. Okay? Donc, vraiment une diversité différente pour des besoins différents. Des fois, même juste en bordure des rivières, dans les baies des lacs, on trouve des milieux inondés qui vont agir comme refuge pour plusieurs animaux. Des fois, on ne voit même pas l'eau. Un milieu humide, l'eau n'est pas tout le temps visible. On peut penser à une tourbière. Donc, c'est un endroit inondé qui va avoir toutes sortes de plantes spécifiques qui sont adaptées à un milieu humides qui vont y pousser. On peut penser à des mousses, à des plantes carnivores, à des choses comme ça. Okay? Mais on va essayer de réfléchir à ça. Est-ce qu'un milieu humide, est-ce que c'est tout le temps humide? Si je vous montre une photo comme ça ici, ou que c'est juste un trou à sécher, est-ce que ça ici, c'est un milieu humide? Il faut penser un petit peu d'une manière temporelle, parce que ce milieu, peut-être que c'est sec à un moment de l'année, mais peut-être que quand la neige fond, peut-être que c'est un endroit inondé qu'on va appeler plus un milieu humide temporaire. Donc ça a vraiment des rôles spécifiques pour différents animaux qu'on va explorer un petit peu plus tard. Donc, il y a une grosse diversité de milieux humides. Il y a des milieux humides qu'on trouve vraiment partout dans le monde. Juste au Canada, par exemple, ici, si on voit les points qui sont un petit peu plus en bleu foncé, c'est là qu'on trouve vraiment une plus grosse concentration de milieux humides. Donc, proche de la baie du Son, il y en a beaucoup. Dans les prairies, il y en a beaucoup aussi. Au Québec, il y en a un petit peu moins, mais il y en a quand même beaucoup aussi. Okay? Juste au Canada, on peut penser qu'il y a 1 milliard de kilomètres carrés qui correspond à des milieux humides. C'est pas rien, c'est environ 13% de tout le Canada. Okay? Il y en a énormément. Puis, il y en a tellement beaucoup au Canada que juste au Canada, c'est le quart de tous les milieux humides du monde. Okay? Il y en a beaucoup. Okay? C'est pour une raison que, on rentre tellement en conflit avec les milieux humides, il y en a partout. Mais s'il y en a tellement,
Puis il y a une grosse diversité de milieux humides. Pourquoi c'est si important? Pourquoi on s'en fout un petit peu? Pourquoi on veut les protéger? Déjà là, à la base, où que le plus d'humains, dans le sud du Canada, c'est là que les milieux humides sont le plus détruire. C'est souvent là que certaines espèces où ils vont vivre là que le milieu humide devient vraiment vital et crucial. On peut penser, par exemple, à des tortues. Okay? Je pose une question juste comme ça. Ici, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a 8 espèces de tortues d'eau douce au Québec. C'est ceux-là. Parmi ces espèces-là, okay, c'est lesquelles que vous avez déjà vues en nature? Okay? Levez la main si vous avez déjà vu une espèce de tortue qui est présentée ici, autre que la tortue serpentine, la tortue peinte. Okay? Donc, il y a une raison pour ça, parce que moi, personnellement, c'est les seuls que j'ai vus en nature, puis je travaille beaucoup avec les tortues. Parce que la tortue peinte et la tortue serpentine, c'est des espèces communes. Toutes les autres, en jaune, c'est vraiment des espèces qui sont vulnérables, puis en rouge, c'est des espèces qui sont menacées. Donc, c'est des espèces qui sont vraiment plus rares. Eux, ils ont un mode de vie vraiment lié avec le milieu humide. Ils vivent dans l'eau. Oui, c'est des animaux qui peuvent être terrestres aussi, mais une partie qui est vraiment cruciale pour leur vie, c'est la reproduction. Okay? Une tortue, ce que ça va faire, ça va sortir du marais, ça va trouver un milieu terrestre, souvent un air qui est rempli de sable, pour creuser et pondre ses œufs. Quand les jeunes vont naître, c'est là vraiment que le milieu humide devient très important. Donc, ils vont faire le trajet pour retourner dans l'eau, parce que les marais, pour eux, c'est vraiment une source de protection. Il y a plein de plantes pour se cacher. C'est une source de nourriture où ils vont pouvoir grandir en sécurité. Okay? Ils aiment ça se promener en eau peu profonde pour se cacher comme ça. Ce n'est pas les seules espèces qui ont vraiment besoin des milieux humides. Il y en a d'autres qu'on peut penser. Okay? Donc, je ne vais pas toutes les présenter, mais l'autre exemple que je vais vous faire, c'est les grenouilles. Est-ce que vous connaissez cette grenouille-là? Okay? Si vous ne la connaissez pas, mais je vais vous donner un indice, c'est vraiment une grenouille que les contracteurs puis les chantiers de construction haïssent vraiment, parce que juste par la présence de cette grenouille-là, ça peut tout fermer. Okay? C'est la rainette faugrillon. Okay? Je suis sûr qu'on l'a déjà un petit peu entendu parler, ça revient dans les médias assez souvent. Donc, c'est une espèce qui est menacée aussi. Puis pour elle, la rainette faugrillon, ce qui est vraiment important, c'est les fameux milieux humides temporaires que j'ai présentés tantôt. Donc, à un certain moment, ils vont vivre aux alentours de ces endroits pas inondés. Puis eux, ce qui est important, encore une fois, pour la reproduction, c'est quand ces endroits-là vont être inondés, ça va être le temps parfait pour se reproduire. Parce que des milieux humides temporaires comme ça, c'est temporaire. Il n'y a pas de poissons, il y a moins de prédateurs, ils vont pouvoir se reproduire, puis les bébés ne vont pas se faire tuer, essentiellement. Donc, c'est parfait pour eux. Ces milieux humides-là, c'est vraiment sensible parce que c'est temporaire. Les changements climatiques, peut-être qu'ils ne vont pas être inondés, peut-être qu'ils vont se sécher plus rapidement. Peut-être aussi que si on fait de la construction dans les alentours, ça va affecter un petit peu l'eau qui découle, qui va s'accumuler à cet endroit-là. Donc, c'est vraiment très sensible. C'est pour ça qu'ils sont si menacés que ça. Okay? Mais la question, c'est qu'il y a tellement de milieux humides. Pourquoi est-ce que les animaux, quand leurs milieux humides se font détruire, pourquoi ils ne font pas juste déménager? Pourquoi ils ne font pas juste changer d'endroit? C'est sûr que oui, quand tu es un oiseau, comme Baptiste le dit, on peut voler, on peut traverser des grosses barrières géographiques. Mais pour les animaux que je viens de présenter, comme les tortues et les grenouilles, c'est pas si simple que ça. Déjà là, à la base, quand on détruit des habitats, ça crée souvent une barrière, ça crée des îlots. Si on imagine que nos tortues et nos grenouilles sont dans le milieu au centre, pour aller dans un milieu humide qui se trouve dans les forêts aux alentours, mais maintenant, ils doivent traverser un milieu qui est quand même assez hostile puis très dangereux pour eux. Donc, c'est vraiment important d'avoir des corridors liés. Donc, quand on détruit un habitat puis qu'on crée des îlots, c'est vraiment ça qui est dangereux pour eux. Donc, ça, c'est la partie où que les milieux humides, c'est vraiment important pour la biodiversité puis c'est vraiment important pour les animaux. Mais les milieux humides, c'est aussi important pour nous. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler des services écosystémiques? Donc, ça le dit un petit peu dans le nom, mais les services écosystémiques, c'est les services que l'environnement, que l'écosystème donne aux humains, nous donne à nous. Si vous êtes fanatique d'animaux comme nous, vous saurez peut-être que les milieux humides, donc je vous l'ai dit tantôt, c'est un hotspot de biodiversité. Donc, moi, personnellement, j'adore me promener dans les milieux humides puis aller voir les animaux. OK? Si vous avez un petit peu plus peur, vous n'aimez pas les moustiques ou les mouches noires, puis vous ne voulez vraiment pas vous promener dans les milieux humides, vous n'avez pas besoin parce que juste être proche des milieux humides, ça apporte vraiment beaucoup de bénéfices. Juste un milieu humide, souvent on fait référence aux reins de la planète.
C'est parce que quand le milieu humide, quand il y a de l'eau qui va vraiment se promener, qui va traverser le milieu humide, bien, ça va filtrer tous les sédiments, filtrer la pollution, puis ensuite, ça va retourner dans les cours d'eau, puis ça va être l'eau essentiellement qu'on va boire, qu'on va plus interagir avec. Donc, c'est vraiment important pour filtrer la pollution. Un milieu humide, on a compris que c'est humide. C'est un gros réservoir d'eau essentiellement. Donc, il y a vraiment beaucoup d'eau qui va s'accumuler dans des milieux humides. Puis, ce que ça va faire, ça va vraiment aider à contrer les inondations. Donc, ça va récolter l'eau. Puis, quand on détruit un milieu humide, bien, on est plus à risque d'inondation. L'autre chose aussi, mais ça fait, là aussi, l'effet contraire. Comme c'est un réservoir, mais quand il y a des périodes de sécheresse, l'eau peut découler puis vraiment aider à contrer les sécheresses dans les endroits que vraiment c'est plus sec, il y a moins d'eau. Dernièrement, si on se rappelle des fameuses tourbières, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup de plantes qui ont poussé. Mais pour créer des tourbières, ça, c'est des anciens marais avec toutes les plantes qui ont poussé. Ça a créé toutes sortes de couches de sédiments. Puis ça, c'est vraiment une place où on va accumuler du carbone. Le fameux carbone qu'on essaie de se débarrasser parce que ça crée des gaz à effet de serre, bien, des tourbières, des marais, des milieux humides comme ça, c'est vraiment un endroit où on peut stocker tout ça. Puis ça prend des milliers d'années. Donc, quand on détruit des endroits comme ça, on défait un travail qui a pris des milliers d'années. Puis le fameux carbone, bien, il fait juste retourner dans l'atmosphère. Okay? Donc, c'est vraiment important, le message final que j'essaie de vous passer à travers, c'est que on fait partie de l'écosystème. On a un rôle à jouer là-dedans. Puis c'est vraiment important de prendre soin de l'écosystème parce que si on prend soin de la santé de la nature, la santé des animaux, bien, au final, on prend soin de notre propre santé. Donc, pas juste notre propre santé aussi, mais en évitant toutes sortes de catastrophes, on sauve un petit peu sur le portefeuille aussi. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet, je vous remercie de votre attention, puis n'importe quelle question. Super. Merci beaucoup pour ta présentation. Alexis, mon Dieu. Bon, ben, ça va être le temps des questions. Je vais passer le micro à Alexis. Oh, qui a levé la main en premier? Hein? La dernière fois, il n'a pas eu son tour, fait qu'on va lui donner. Déjà, très bonne présentation. Merci. Et juste sur la fin, ce que tu disais par rapport au carbone qui était stocké dans les marais, puis qui était libéré quand on les détruisait, c'est vraiment comme c'est stocké en fait avec la sédimentation, puis c'est vraiment libéré. Oui, donc les tourbières, essentiellement, c'est des couches de sédiments vivants qu'on va dire. Ça crée vraiment des couches de sédiments qui vont stocker le carbone. C'est des plantes anciennement qui sont mortes, qui sont semi-décomposées, puis avec toutes les plantes qui poussent par-dessus, bien, ça va stocker tout ce carbone-là. Quand on détruit les tourbières, par exemple, bien, on réactive cette décomposition-là, puis quand les plantes décomposent, naturellement, ça va relâcher du carbone. Juste cet effet de stocker, d'arrêter la décomposition un petit peu, ça store tout ce carbone-là dans la tourbière. Salut. Déjà, bravo. Et ensuite, pour les espèces qui vivent dans les milieux humides temporaires, comment ça se passe quand ces milieux s'assèchent? Est-ce qu'elles se déplacent à leur risque et péril ou alors est-ce qu'elles rentrent dans des phases d'hibernation? Est-ce qu'elles meurent? Voilà. Ben, c'est un petit peu dur à dire. Oui, idéalement, ben, c'est un petit peu triste souvent ce qui va arriver, c'est qu'ils vont mourir, ils vont avoir nulle part où aller, parce que pour se déplacer dans un autre habitat qui est propice pour eux, ils ont besoin d'avoir ce lien-là. Si on parle vraiment des grenouilles, par exemple, s'ils doivent traverser un milieu hostile, que c'est pas vraiment favorable, ils n'ont pas de chance de survivre, bien souvent, ils vont peut-être essayer le voyage, mais ils vont mourir en chemin. Ils ont vraiment besoin d'un corridor d'habitat lié qui est favorable pour eux pour pouvoir se déplacer. Puis ça se déplace plus qu'on pense aussi, ces animaux-là, mais quand on crée des barrières, ça leur rajoute un défi, essentiellement. On a encore le temps de questions? C'est au tour à Florence. Florence se désiste. Alors, je me rappelle que tu as mentionné que tu travailles un peu sur les tortues d'eau douce en milieu humide. Alors, je me demande, est-ce qu'on sait si ces tortues-là offrent une sorte de service écologique, par exemple, qui contribue à assurer la stabilité de leur environnement, ou un peu comme les castors, ou quelque chose de semblable à ça? Là. C'est sûr que c'est moins évident, un petit peu les services que les tortues nous donnent, mais
les tortues, juste à la base, si je vous donne une statistique juste comme ça, sur 100 tortues, des jeunes, il y en a combien qui vont survivre? Il y en a juste une sur 100 qui vont survivre. Qu'est-ce qui arrive à ces 99 autres tortues? Bien, souvent, ça va être de la nourriture pour les autres animaux. Okay? Donc, c'est des proies, puis c'est aussi des prédateurs dans un certain sens. Oui, ça ne va pas manger des gros animaux, c'est pas des gros prédateurs, mais c'est quand même des prédateurs qui vont manger des insectes, des invertébrés, des plantes aussi. Donc, ils ont quand même leur place ici. Puis quand le maillon est brisé, ben, ça peut un petit peu influencer le reste de la chaîne trophique aussi. Est-ce que Florence, tu as encore posé ta question? Deuxième question. Roche, papier, ciseaux? On aime faire des questions générales aussi. Salut, merci. En fait, ma question, mais ça s'adresse aussi à comme toutes les autres personnes qui ont présenté. Mais est-ce que vous connaissez comme des initiatives citoyennes qui prennent la défense de chacun des sujets que vous avez abordés, ou comme des collectifs ou des... Je sais pas si vous avez des choses à partager par rapport à ça. Déjà, à la base, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Oui. N'importe qui peut aider dans ce sens-là. Je vous ai parlé des tortues, par exemple, qui sont menacées. Ben, si vous m'auriez dit, oui, vous avez vu une de ces espèces menacées, je vous aurais dit, ben, faut la répertorier, il faut l'envoyer pour faire de la science communautaire. Parce que si on voit n'importe quel animal, des plantes, des oiseaux, des mammifères, des tortues, des grenouilles, peu importe, ben, il y a un outil qui existe pour tous les besoins pour répertorier ces animaux-là qui sont menacés. Donc, parce que si je vous donne, par exemple, moi, je travaille à l'Écomuséum, puis on fait de la conservation. Il y a juste 4 biologistes qui travaillent là. Puis si tout le monde dans la pièce ici aide à répertorier ces animaux, bien, ça fait déjà peut-être 10 fois plus de personnes qui peuvent aider sur le terrain. Donc, il y a ces manières-là d'aider, que tout le monde peut aider. Je ne sais pas si les autres avaient d'autres choses à dire là-dessus, mais... De mon côté... Je n'ai pas parlé de ça, mais du côté des Caraïbes, en fait, on a fait nos études en partenariat avec une organisation qui venait de se créer. C'était justement ASBL qui prenait des plongeurs volontaires qui venaient pour répertorier où des coraux menacés se trouvaient. Donc, on allait, comme ça, on économisait, on allait ensemble le même bateau, on travaillait ensemble, on aidait aussi à former. Justement, parce qu'un des gros problèmes qu'on voit, c'est que tu as plein de gens bien intentionnés, mais le gérant n'est pas nécessairement scientifique. Donc, souvent, il y a des initiatives de conservation de coraux, par exemple, qui n'ont pas vraiment un succès long terme, simplement parce que les personnes qui sont en train de faire le travail à jour le jour n'ont pas la formation pour faire que les meilleures décisions. Donc, par exemple, la question de diversité génétique, ben, ils choisissent une seule variété d'un seul endroit et donc tu ne crées pas cette diversité dans la population. Donc des choses comme ça, ou juste d'avoir une conversation et de plus en plus d'avoir ce dialogue et d'avoir des scientifiques qui justement donnent de leur temps pour donner des suggestions à ces organisations, au public qui aide. Donc il y a ces possibilités-là. Une autre chose qui est ressortie pendant qu'on faisait justement ce terrain, au niveau terrestre, il y avait justement une compagnie minière canadienne qui était en train d'essayer d'étendre une opération qui avait déjà fait de sacrés dégâts environnementaux. Et là, l'entièreté du pays a manifesté, ils ont bloqué les routes et ils ont réussi à bloquer ce permis. Donc c'est à ce niveau-là que tu vois que dire qu'on n'est pas d'accord, d'être conscient et aussi d'aller au niveau de l'appui des études scientifiques qui montrent, oui, il y avait des dégâts et aussi d'écouter justement ceux qui habitent sur place, ils voient que l'eau est polluée, ils voient qu'il y a des choses qui sont en train de se faire abîmer et c'est justement cette connaissance locale qui peut pousser les choses et avoir justement ce réseau beaucoup plus étendu qui fait changer les choses au niveau plus haut. Merci. C'était pas mal le temps qu'on avait pour les questions, mais merci beaucoup d'avoir participé. Merci Dominique pour ta présentation.